Bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Sud Plus dans l'émission Allez dit partout. Ça c'est l'émission radio de Parallèle Sud que Miko anime avec Nini. Bonjour Nini. Bonjour à toutes. Donc Allez dit partout, l'aîné d'un constat simple. Dans un monde de plus en plus instable, les souffrances des Réunionnais sont bien réelles. Allez dit partout, c'est un espace pour les nommer, les comprendre et chercher ensemble comment en sortir. On veut poser des mots sur ce qui fait mal parce qu'on croit que c'est le premier pas pour aller mieux. Parler, comprendre, chercher des réponses collectivement. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Olivier? Nini, figure-vous que moi, l'a découvert en mars 2025 dans un article Parallèle Sud, qu'il avait un historien, il s'appelle Clara Boyer-Rossol, l'a découvert démoulage de bus et bonne crâne, bonne réunionnais dans les boîtes d'un musée à Paris. Et ça la choque à moi, mais il peut dire que moi, l'imaginé que c'était comme s'il y a un membre de ma famille était perdu dans un musée là-bas, dans une réserve. Et moi, la guette dans le média, moi, la écoute bonne journaux le soir, et il m'a jamais vu la suite. Et pourtant, c'est une histoire qui intéresse à moi, il semble à moi vraiment très important. Parce que il connaît que l'histoire de la Réunion, elle est difficilement transmissible, elle n'est pas dans les écoles, et souvent on les tue, souvent les édulcorés. Et comme dit Daniel Waro, c'est bonne boubou, la fine séchée, mais elle n'a pas encore pété. Et pour moi, pour aller mieux, il faut absolument que nous connaître à nous, que nous connaître nos histoires. Et c'est pour ça que moi, je vais faire une émission sur ce sujet-là, aller un peu mener une enquête, savoir c'est quoi ces histoires de reste de monde dans le musée, de voir un peu où ça y mène à nous. Et pour aider à nous dans cette enquête-là, encore une fois, nous l'a invité Gary Hormoun autour de la table. Et m'a fait un tour de table pour écouter Azote. Et en plus de ça, nous avons la chance de recevoir par téléphone l'historienne Clara Boyer-Rossol, la découvre ça là-bas, pour elle expliquer à nous. Donc, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Nous fait un tour de table. Ouais, nous lance un petit tour de table. Présente Azote. Voyons. Bonjour, merci de recevoir à nous là dans cette émission. Moi, c'est Mitra Bessière-Ghislaine. Elle est venue ici au nom du collectif qui appelle Rend-à-nous notre 107, qui représente actuellement plus de 50 associations, que l'a lancé une pétition, que l'a récolté aujourd'hui 328 signatures, et il en a une deuxième pétition sur cette histoire que l'a été faite par Ka Umuntu, qui représente 942 signatures. Donc c'est une parole collective que m'y veut transmettre aujourd'hui. Merci. Moi, c'est Franck Cellier, donc journaliste de Parallèle Sud, et j'ai pu suivre cette affaire du début. C'est moi qui ai sorti le premier article avec Clara Boyer-Rossol. Laurent Waro, donc moi, il est historien, voilà, et il travaille sur les questions du patrimoine, d'identité à La Réunion. Dominique Vendangeon, enseignante à la retraite, et je vais représenter un petit peu le point de vue de l'enseignement, comment ces questions sont enseignées dans les programmes scolaires. Merci beaucoup. Et au téléphone, Nini, nous devons avoir Clara Boyer-Rossol. Entends-nous? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci de cette invitation. Et j'aurais aimé être présente avec vous, mais au moins au téléphone, on peut être tous ensemble. Merci d'être là. Je me cale un peu. Donc, Clara Boyer-Rossol, bonjour. Vous menez depuis plusieurs années un travail de fond sur les restes humains issus des colonisations de Madagascar à Maurice et aujourd'hui jusqu'à La Réunion. On aimerait comprendre comment votre parcours vous a conduit à cette découverte, qui est phénoménale, à mon point de vue. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur les restes humains issus de la colonisation ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je tenais à m'excuser d'avance. Je pourrais rester 1h15, puisqu'après, j'ai d'autres engagements professionnels. Je m'excuse par avance. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis historienne, spécialiste des esclavages dans l'océan Indien occidental. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les Makua à l'ouest de Madagascar, des descendants de captifs est-africains déportés principalement du Mozambique à la Grande-Île. Donc c'est vraiment la base de ma recherche, c'est vraiment la traite et l'esclavage dans l'océan Indien occidental. Et suite à ma thèse que j'ai soutenue en 2015 et qui a été distinguée par le prix
de thèse du Comité national pour la mémoire de l'esclavage, suite à ces travaux, je me suis intéressée à explorer les liens entre les esclavages, la colonisation et la circulation des collections naturalistes dans l'océan Indien occidental. Et parmi ces collections, je me suis intéressée en particulier aux collections dites anthropologiques de restes humains et de bustes moulés sur nature. Et j'ai entamé une recherche qui à l'époque était effectivement assez inédite, mais vous voyez bien que c'est par ce prisme d'historienne de l'Afrique, spécialiste des esclavages, spécialiste de ces sociétés de provenance de Madagascar, des Mascareignes, que j'ai abordé ces collections, donc avec un regard un peu nouveau, si on peut dire. Et c'est ainsi que j'ai travaillé, entre autres, pendant plus de 10 ans, sur des collections de restes humains provenant de Madagascar et qui sont aujourd'hui conservées au Muséum national d'histoire naturelle et plus précisément sur le site même du Musée de l'Homme. Ce sont des collections très importantes. La collection de Madagascar, c'est près de 400 crânes et autres restes humains, uniquement au Musée de l'Homme, pour vous dire l'importance de ces collections, qui sont des collections africaines. Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que parmi ces collections dites provenant de Madagascar, se trouvaient des restes humains, en fait, réunionnais, c'est-à-dire provenant de la Réunion. Et à cause d'erreurs de classement, si on peut dire, cette traçabilité, cette provenance de la Réunion a été effacée ou ignorée, puisque ces restes humains ont été plutôt rattachés à leurs origines supposées ou réelles. Ça veut dire un reste humain de dit malgache, on va le retrouver, je schématise, dans les collections de Madagascar. Un reste humain de dit Mozambique, on va le rattacher à des collections dites d'Afrique orientale. Et c'est comme ça qu'on perd la provenance de la Réunion. Et donc, au fur et à mesure, je me suis notée, j'ai rassemblé, c'était un travail de fourmi, ce que je pouvais trouver sur la Réunion. Et je me suis rendu compte que les liens avec l'esclavage et bien sûr la colonisation étaient très fortes, puisque j'ai retrouvé des restes humains d'esclavisés de la Réunion. Alors, pour vous présenter un petit peu ces collections, il s'agit en fait de collections que l'on retrouve parmi de vastes ensembles rassemblés par Dumoutier. Dumoutier était un phrénologue très, très célèbre à l'époque et il participa à l'expédition du Tour du Monde, enfin de circumnavigation, de l'Astrolabe et de la Zélée, donc expédition de l'Astrolabe commandée par Dumont d'Urville entre 1837 et 1840. Et cette expédition était destinée donc à traverser la dite Océanie, en fait le Pacifique. Et au cours de ces années d'expédition, Dumoutier, le phrénologue, rassembla un très vaste ensemble de collections anthropologiques, de crânes et de bustes moulés sur nature en plâtre. On relève au moins 51 crânes et 51 bustes. Et ces collections ont été classées comme des collections dites océaniennes, puisqu'en majorité, elles ont été rassemblées dans les îles de Polynésie, notamment en Nouvelle-Zélande, etc. D'accord ? Mais ce que personne n'avait vraiment retracé, c'est que l'Astrolabe, en 1840, avant de rentrer en France à Toulon, avait fait une dernière escale à La Réunion, et plus précisément à Saint-Denis. Et durant cette escale, qui a duré seulement 3 semaines, du 11 juillet au 30 juillet 1840, Dumoutier est allé à l'hôpital colonial de Saint-Denis, où d'ailleurs certains membres des équipages de l'Astrolabe et de la Zélée étaient allés se faire soigner. D'ailleurs, certains sont morts à l'hôpital. Et à l'hôpital, il aurait donc eu accès à des corps, excusez-moi de le dire ainsi, des corps d'esclavisés, dont il aurait moulé, des bustes et pris des têtes. C'est ainsi qu'on peut relier plusieurs crânes à des bustes. Mais pas seulement, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches qu'il a aussi moulé certainement des esclavisés dits Mozambique et Malgaches, toujours à Saint-Denis de la Réunion, toujours dans ce contexte esclavagiste et colonial, moulés survivants. Donc c'est très complexe, on retrouve à la fois plusieurs crânes
plusieurs bus. Certains, c'était des bus moulés sur personnes défuntes, dont certains, on peut les relier à des crânes. D'autres étaient moulés sur vivants. Ces personnes ont été même interrogées par Dumoutier. Donc c'est très complexe et c'est de collections finalement assez importantes. Alors pas aussi importante la collection Froberville, mais j'ai relevé tout de même au moins 5 crânes et 9 bustes. C'est quand même pas rien. Et uniquement dans ce contexte, parce que je me suis aperçue aussi que ces pratiques ont continué, et notamment en 1860, il y a eu des restes humains toujours près de l'hôpital colonial de Saint-Denis qui ont été envoyés et mis en collection à Paris. Donc c'est vraiment un nouveau chantier de recherche, si on peut dire, qui s'ouvre, et évidemment, ce sont des collections très sensibles et qui concernent tous les Réunionnais et qui sont étroitement liées à la mémoire de l'esclavage. Merci beaucoup, Madame Boyer-Rossol. Comme ça, nous voit un petit peu le contexte, le sujet de quoi nous cause. Et merci beaucoup aussi pour votre travail. Vraiment, on nous voit que, pour moi, il est important d'aller voir un peu dans les musées, de faire ce travail que vous l'avez fait, les capitales pour moi. Nous, par essayer de comprendre un petit peu le contexte de l'époque, de comprendre comment ça était possible, c'est quoi cette histoire de science, d'anthropologie à l'époque. Et avant ça, nous proposons de faire une petite pause musicale. Vous allez toujours sur Radio Sud Plus pour aller dit partout. Nous venons d'entendre Clara Boyer-Roussol. Il vient d'expliquer à nous que le mouleur phrénologiste Pierre-Marie Alexandre Dumoutier l'a réuni toute une collection sur l'Océanie. Et c'est des visages qui parviennent à nous grâce à Clara à travers le temps que nous découvrons aujourd'hui. Donc, avant de continuer avec nos invités, nous allons écouter notre rubrique littéraire à fleur de mots qui va ce mois-ci nous replonger dans une époque où le corps des colonisés était objet d'étude, de curiosité et de domination. Je vous propose aujourd'hui un extrait de La Vénus Hottentote, un roman de Barbara Chazribou paru en 2004. Ce livre raconte la rencontre glaçante entre Georges Cuvier, anatomiste, paléontologue français, mais surtout figure fondatrice des théories raciales en Occident, et le cadavre d'une jeune femme sud-africaine. Son nom, Sarah Bartman, surnommée La Vénus Hottentote. Il avait devant lui un corps sans défense, offert. Et dans ce silence froid du laboratoire, il crut entendre encore les rires gras des salons, les cris d'étonnement, les murmures de dégoût. Il toucha sa peau, elle n'était plus chaude. Elle n'était plus noire ni blanche, elle n'était plus rien. Pourtant, il la regardait encore comme un spécimen, une énigme. Ce qui l'intriguait surtout, c'était cette excroissance qu'il nommait sans gêne tablier génital. Il la mesura, l'observa, la consigna dans ses notes. Il n'écrivait pas femme, il écrivait espèce. Nous venons d'écouter à fleur de mots. Nous venons d'entendre un extrait où la Vénus Hottentote les mesurer, les peser dans tous les sens. C'est l'histoire de Sarah Bartman, qui est issue d'un peuple nomade d'Afrique du Sud. Elle était orpheline, a été vendue comme esclave en étant petit. Et ça, il plonge à nous direct dans l'époque. Nous pose à nous la question de c'était quoi la manière de penser de l'époque, c'était quoi cette histoire des hiérarchies, le rôle des colonies, c'était quoi la science de l'époque, la philosophie de l'époque, l'a permis de bonnes affaires comme ça. Et il me rappelle à autres quand même, avant que nous redonne la parole aux bonnes invités, que nous ouvre la ligne pour aux autres questions, aux autres interrogations à 10h30. Le numéro de téléphone, c'est 02 62 27 13 54. 27 13 54. Donc, il tourne à moi un peu autour de mes invités. Et il voudrait savoir comment les idées de l'époque, dans la science, la politique, la morale ou la religion, et rendaient bonnes pratiques comme ça possibles. Il veut comprendre un peu l'époque où il est, dans les 1840. Laurent ? Peut-être, alors ouais, sur la Réunion de ce moment-là, ou peut-être un peu la France aussi, nous les passer petit à petit en fait d'une première période qui est celle de la colonisation avec une île qui était gérée par la Compagnie des Indes,
à une période royale et qui va amener progressivement une transition vers une économie qui va être dominée par la canne à sucre, la culture de la canne à sucre, et qui fait que entre 1815 et 1825, progressivement, les structures de plantation qui existaient à La Réunion va développer Azote avec une industrialisation, avec un processus de fabrication du sucre qui est de mieux en mieux maîtrisé, et qui fait que petit à petit, en fait, nous va détourner à nous progressivement, en fait, des traites négrières qui étaient tournées vers Madagascar pour aller vers l'Afrique et amener à La Réunion, capturer donc en Afrique et ramener à La Réunion des hommes des femmes que les amenaient comme esclaves dans les plantations. Dans un rythme où la traite négrière est interdite en 1817, mais elle continue de façon sporadique en capturant des esclaves, des hommes libres, hein, et qui sont amenés à La Réunion. Donc ce système-là fait que petit à petit, il y a une sorte d'idéologie raciale qui va naître en parallèle de ce moment-là, c'est-à-dire de ce moment un peu de recherche d'une efficacité économique, hein, pour dire les choses un peu froidement. Il y aura petit à petit en fait une sorte de réflexion qui va être menée, qui prend corps aussi dans un temps où l'Europe, la France et l'Europe y orientent-elles vers une colonisation plus importante du monde, de l'Afrique notamment, et donc il y en a une sorte de mécanisme qui fait que dans les préparations des mécanismes de colonisation, on a toujours soit un aspect religieux qui précède la démarche, soit un aspect scientifique. Et à ce moment-là, le corps de l'homme, le corps des femmes, le corps des dominés, les vu aussi comme des outils de recherche médicale, ethnographique, anthropologique, et qui fait que ce mécanisme-là est renforcé par il contribue en tout cas à renforcer une espèce de hiérarchisation des races dans la théorisation de l'époque, quoi. Voilà. Ok. Moi, avoue que moi, elle est acculturée, hein, sur l'histoire de La Réunion, comme beaucoup de Réunionnais. Et les surprenants, c'est ce que tu es en train de dire, parce que en même temps, on dit que, enfin, les surprenants pour moi, hein, qui ne connaît pas les affaires, en même temps, on dit que là, à ce moment-là, toute une idéologie est en train d'être mise en place, scientifique et avec une assise religieuse. Et en même temps, il dit à moi que l'abolition de l'esclavage n'arrive pas trop tard après ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mouvement en même temps d'idéologie, scientifisation, d'asseoir une domination des races, de hiérarchisation des races, et en même temps, Néna, quelques années plus tard, 1800, dans les années 50, je crois, un truc comme ça, l'abolition de l'esclavage. Et est-ce qu'on peut... pour moi, il y a un paradoxe. On peut éclairer moi là-dessus, ces deux mouvements-là. Ouais. En fait, d'une part, la question de l'abolition de l'esclavage qui arrive avec une révolution, hein, c'est la révolution de 1848 qui amène la Seconde République, qui fait que la question de l'abolition est portée dans l'ensemble des colonies françaises. Pour autant, la question de la hiérarchisation ou des traites négrières ne s'arrête pas avec l'abolition. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire, souvent, nous pensons que abolition égale fin de l'esclavage. À La Réunion, en tout cas, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en 1848, on arrête un système et on fait rentrer dans la citoyenneté 72 000 esclavisés. Mais en fait, très très vite, la traite négrière reprend sous couvert d'engagisme, notamment vers l'Afrique, et avec des cas où même dans la colonie va juger des affaires et interdire notamment certains propriétaires de La Réunion d'aller traiter sur la côte africaine et de forcer l'engagisme vers l'Inde, vers la Chine ou vers d'autres territoires qui permet en fait quelque part d'aller vers un engagisme qui
qui serait amené en fait à quelque part tuer le mécanisme de l'esclavage. Mais voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1848, malgré l'abolition de l'esclavage, malgré l'interdiction de la traite, malgré le fait que ce système-là est adopté par plein de pays, avec des révolutions dans plusieurs pays en 1848, en fait, on a quand même des traites négrières qui va redémarrer en fait dans la période des années 1850-1860, et on estime même qu'il y aurait pratiquement entre 20 à 30 000 individus capturés en Afrique qui arrivent à la Réunion sous couvert d'engagisme. Alors si on nous ramène ça au chiffre des 72 000 citoyens libérés en 1848, donc c'est quand même énorme, quoi, hein, voilà. Donc on voit que ce mécanisme-là continue après, c'est-à-dire que il n'y a pas un arrêt de la question de la traite négrière à cause de l'abolition ou avec l'abolition. D'accord. Du coup, ces grandes expéditions comme celle du Mont d'Urville, c'était pas seulement scientifique en fait. C'est un peu ça qu'on comprend là. Alors c'est scientifique, mais c'est scientifique parce que c'est une question qui est que à ce moment-là, de façon générale, peut-être plus globalement en Europe, on a une appétence, hein, pour des questions d'exploration. Donc on a des sociétés de géographie, des sociétés, qui travaillent en fait globalement sur la cartographie du monde et qui financent la mise en place de missions scientifiques, de missions d'exploration, qui doivent ramener en fait du matériau. Alors ça peut être du matériau scientifique basique, hein, topographique, on explore le lieu. On dessine une carte, on ramène des cartes et on complète entre guillemets la carte du monde à partir de ça. Et ça peut être aussi des missions liées en fait à étudier les peuples qui habitent le monde. Et donc ces deux éléments-là les liés. C'est la question des musées de l'homme, notamment. Voilà, c'est le soubassement des musées de l'homme, hein, c'est-à-dire que c'est d'amener en Europe en fait une histoire des peuples, voilà, et Nana une appétence, Nana vraiment une curiosité là-dessus, qui est renforcée par un autre mécanisme. C'est la création progressive et la mise en place de façon plus régulière des expositions coloniales, puis des expositions universelles, qui fait que toute cette domination coloniale, toute cette exploration coloniale en fait qui est faite par les Français ou par les Européens, en fait se retrouve scénographiée dans les capitales sous forme d'exposition universelle. Donc on ramène quelque part le monde à Paris et on rescénographie les peuples, on redemande aux peuples colonisés de jouer l'histoire de leur village, de leur quotidien, etc., que les gens viennent visiter, voilà, dans une forme de zoo humain, de parc, presque de parc d'attractions, hein, et qui fait que ce mouvement-là va prendre de l'ampleur, va de plus en plus s'ancrer en fait dans les pratiques dans la seconde moitié du 19e et jusqu'au début du 20e siècle. Donc c'est quelque chose qui est un fait important de l'histoire de France, de l'histoire coloniale, qui ne concerne pas que la France, hein, qui concerne plusieurs pays européens, mais en tout cas, voilà, les Français ont une part importante aussi dans ce mécanisme-là. D'accord. Pardon ? On lance la pause. Oui, on lance la pause musicale, du coup. Alors, maintenant qu'on a replacé les pratiques scientifiques dans le contexte global du 19e siècle, on vous propose de zoomer sur la Réunion elle-même. En 1837, l'île est encore une colonie esclavagiste. Elle est déjà traversée par des tensions, des doutes, des mutations. Alors, qui vit ici en fin de compte ? Comment la société est-elle structurée ? D'où viennent celles et ceux qu'on réduit en esclavage ? Et surtout, que nous disent les archives, les croquis, les notes sur ces personnes dont les restes sont aujourd'hui entreposés dans les musées ? Du coup, moi j'ai une première question. Comment est composée la société réunionnaise autour de 37-40 ? On l'a vu un petit peu tout à l'heure déjà avec Laurent, on va essayer de revenir un peu dessus. Qui détient le pouvoir économique, social et politique ? Dans quel contexte vraiment économique ? Ghislaine ? Merci. D'abord, je voudrais remercier Madame Clara Boyer-Rossol pour tout le travail qu'elle a fait, parce que c'est un travail qui est capital pour la Réunion d'aujourd'hui. Je voudrais revenir sur l'esclavage, la colonisation, l'engagisme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ouvre ces cahiers
parce que ça nous permettra non seulement d'avoir la lumière, toute la vérité sur cette période qui, vous le savez, la période de l'esclavage a été reconnue comme une période de crime contre l'humanité. Donc aujourd'hui, il est essentiel que toute la lumière soit faite sur ce travail-là. Par qui ça doit être fait ? Bien sûr, ça doit être fait par une commission scientifique où les historiens, ils ont effectivement leur place dans cette commission. Je pense même qu'il faudrait ouvrir une enquête parlementaire, c'est possible, pour que toute la vérité, parce que ce qu'on nous dit aujourd'hui montre bien qu'il y a eu des silences, des vérités qui ont été cachées, des crimes qui sont restés impunis sur toute cette période. Donc il est temps aujourd'hui de dire toute la vérité parce que nous, on nous la distille au fur et à mesure. Je dis ça pourquoi ? Par rapport au reste humain, puisqu'on sera amené à parler, régulièrement dans le paysage réunionnais, on voit apparaître les ancêtres. Quand on est croyant comme moi, et comme beaucoup de Réunionnais, vous savez qu'on est une terre de spiritualité, et ces ancêtres qui sortent soit de la terre, soit de la mer, aujourd'hui du musée de l'homme à Paris, nous disent quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on veut entendre de ce qu'ils nous disent ? Quelle est la parole, quelle est la place qui est accordée ici à La Réunion à l'esclavisé ? Je pense que ça, c'est un débat capital et c'est un débat qu'on doit rendre public parce qu'on en est encore aujourd'hui à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout le monde, enfin les pouvoirs, les gouvernements, notamment la France, sait ce qui s'est passé. Comment se fait-il, et là c'est un cri de douleur, de souffrance, mais aussi de revendication, tout ce qu'on nous révèle aujourd'hui est su. Toutes les archives qui sont cachées, tous ces discours qui sont opprimés. Est-ce que aujourd'hui, pour arriver à une résilience, à une réconciliation, est-ce qu'il n'est pas temps de dire la vérité et de ressortir ? Parce que le discours, la parole sur cette période-là, permettra de faire le chemin de la résilience. On n'en est pas aujourd'hui à dire, là, d'un côté, il y a les coupables, de l'autre côté, il y a les victimes. Je crois qu'il faut avoir un esprit clair, un esprit serein, pour simplement dire que la population réunionnaise a besoin de son histoire et que la restitution fait partie de cette histoire. Alors, j'aimerais, en tant que parole collective, en tant que société civile, qu'on cesse avec cette honte, cette pudeur, ces cachotteries sur tout ce qui nous concerne et qui nous doit être restitué. Donc voilà, ouvrons les cahiers de l'esclavage, de la colonisation, de l'engagisme. Oui, c'est fort ce que dit Madame Bessière, et je suis rentré dans cette histoire, c'est par l'histoire des captifs mauriciens, les captifs mozambicains. Et la façon dont les choses se sont faites à Maurice, ça me permet d'avoir un peu une réponse optimiste à ce que dit Madame Bessière. C'est que pour les Mauriciens, c'était pas du Moutier. C'était Froberville, qui visiblement avait une approche plus humaine, semble-t-il, même si faut pas rêver, on est quand même dans l'époque de l'esclavagiste. Et il avait rencontré donc des captifs mozambicains à Maurice. Il avait pris le temps de parler avec eux. On sent qu'une vraie relation s'était installée. Et il avait fait, comme du Moutier 5 ans avant, des bustes moulés. Et ces bustes moulés donc ont quand même une histoire lourde. Qu'a pris en charge Clara Boyer-Rossol. Et c'est ce qui est arrivé après. Elle a donc retrouvé ses bustes, elle a retrouvé les descendants. Les descendants, bizarrement, ils portaient le nom du bateau dans lequel étaient arrivés leurs ancêtres, le Lily. Elle a retrouvé les Lily à Maurice, elle est allée les rencontrer. Moi, je suis aussi allé interviewer un monsieur Lily à Maurice. Et cette histoire qui leur est revenue à la figure alors qu'ils ne s'y attendaient pas, mais ils l'ont pris de manière très positive parce qu'ils ont participé à la recherche. Clara Boyer-Rossol leur a permis de retrouver l'histoire de leurs ancêtres. Et eux, ils ont
accaparer un petit peu cette découverte en disant les textes que leurs ancêtres avaient dit 200 ans avant eux ou 150 ans avant eux à Froberville. Et ça a donné lieu à un magnifique podcast sur France Culture, puis ensuite à l'exposition de Blois, preuve que cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, peut aujourd'hui être abordée de manière sereine. C'est ce qui se passe à Maurice avec l'exposition de Blois qui est désormais visible en partie au musée de Port-Louis. Est-ce que je peux intervenir ce que vous dites? Alors moi, j'interviens à deux titres. Le premier en tant qu'enseignante, mais je reparlerai tout à l'heure effectivement de cette exhumation des cahiers de notre histoire, qui est d'ailleurs le titre d'une série de travaux qui avaient été faits dans les années 2000, au moment où on a mis en place des programmes adaptés pour les Outre-mer, mais qui sont très peu connus aujourd'hui, qui dorment dans les établissements scolaires. Mais aussi à un autre titre, c'est que j'utilise les loisirs qui me sont laissés par la retraite pour travailler sur la sucrerie de Bel-Air au Tampon, et notamment sur les travailleurs de cette sucrerie. Et il y a un gros travail de recherche de noms de ces travailleurs qu'on trouve soit dans les documents d'archives, mais ils sont très rares puisque la sucrerie a appartenu à la puissante famille Kervegen qui n'a pas vendu ses biens sauf en 1920. Donc les archives sont restées en fait dans la famille. Mais par contre, en utilisant l'état civil. Les gens qui meurent, les travailleurs qui meurent. Et on a retrouvé comme ça plus d'une centaine de noms qui sont l'objet d'un tableau. Et parmi ces noms, la famille Clavier, Paulin Clavier, qui était un esclave de Gabriel de Kervegen et qui, au moment de l'esclavage, est un esclave à talent. Il est forgeron. Et nous avons fait une exposition il y a 2 ans dans le cadre justement des Journées européennes du patrimoine avec l'appui de la municipalité du Tampon à la salle Rita et Charles Bonnemoulin avec des panneaux d'exposition sur ces travailleurs justement dont on avait les noms pour une grande partie d'entre eux. Et il y a eu un grand moment d'émotion avec les descendants de ce Paulin Clavier, ou plus exactement des descendantes, et qui ont été reconnaissantes parce que leur tante habitait une des dernières cases d'engagés qui existait pas très loin d'ici, là, et qui a été photographiée par un ami architecte qui s'appelle Raymond Cartier. Cette photographie a été confiée depuis à l'Iconothèque historique de l'océan Indien pour ses collections, et Rose Kaitego, qui habitait dans cette maison, parlait de sa vie de souffrance alors qu'elle-même était descendante d'engagés. Alors, Kaitego, c'était le nom d'un grand-père à elle qui était engagé, mais qui avait épousé une Paulin. Donc, il y avait toutes les branches. Et ces 2 jeunes femmes ont eu vraiment les larmes aux yeux en disant « Mais vous faites un travail formidable parce que nous, on n'osait pas parler de cette histoire-là. C'est parce que c'est aussi l'histoire de la pauvreté et de la misère qui est résultée de cette longue période de servitude ou de travail contraint et une sorte de rédemption. Parce que le fait de mettre cette histoire à jour, mais de manière, replacée dans son contexte et avec un peu, comme on dit en créole, ne l'est pas plus, ne l'est pas moins, ça leur permettait à elles, qui vivaient une période difficile de leur existence pour des raisons personnelles, de s'alléger d'un fardeau. Et c'est à ce moment-là que moi, personnellement, en tant qu'à la fois enseignante et personne, tout simplement, je me suis rendu compte de cette expression-là, de l'héritage psychologique qui peut persister, dont je n'avais pas vraiment pris conscience jusqu'à présent. Voilà. On reviendra peut-être plus tard sur les programmes de l'enseignement. Il est vrai que m'y rejoint, en tout cas, ça a été dit, c'est que pour moi, les capitales de connaître, de refaire lien avec notre histoire. Et même, on est d'accord avec Madame Mitra-Bessière, même d'autant plus d'ailleurs quand les traumatiques, quand c'est des choses violentes. D'ailleurs, l'émission, tout le temps nous raconte, l'émission, on les fait là-dessus pour mettre des mots sur nos mots, comme il dit. Et donc,
Oui, on n'a pas de honte à avoir, il faut embrasser ça et pour pouvoir grandir. On a envie de revenir sur cette découverte-là, sur le moment à l'île de la Réunion, et du coup, on redemande à Clara Boyer-Rossol, parce que justement, où autre recherche, il vient apporter des éléments particuliers dans ce moment de la Réunion. Il vient parler à nous de, moi, envie de dire, Kosawa a découvert, c'est qui ces esclaves-là, que ça faisait dans les hôpitaux, quoi y apprendre à nous aux travaux. Mais il connaît que Laurent Barraud lui parle carrément de chaînons manquants, parce que voilà, il apporte des éléments que nous ne connaissons pas encore. Clara Boyer, est-ce que vous pouvez dire à nous Kosawa l'a découvert, qui ça ces mondes-là Clara? Oui, je suis là. Oui. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais juste, c'est très important pour éviter toute confusion, concernant la collection de bustes de Froberville, elle n'a pas été faite à La Réunion, hein. Elle a été faite à l'île Maurice. Donc ça, c'est très important de le souligner. Eugène de Froberville a été en décembre 1845 en contexte esclavagiste, effectivement à Bourbon, où il a commencé à mener ses enquêtes et il a interrogé des esclavisés du Mozambique. J'ai fait un article dessus d'ailleurs. Mais sa collection, il l'a faite en 1846 à l'île Maurice, dans un contexte post-abolitionniste, parce que vous savez qu'à Maurice, l'abolition avait déjà été déclarée 10 ans plus tôt. Donc ça, c'est simplement pour clarifier les choses. Effectivement, ces crânes et ces bustes esclavisés de la Réunion sont plutôt à rattacher à la collection du Moutier. Donc, parmi les personnes dont les restes humains ou les visages ont été moulés sur mort ou survivants par Dumoutier en 1840 à Saint-Denis, donc c'est quand même précis, hein, c'était à Saint-Denis de Bourbon, j'ai pu pour le moment identifier en partie 12 personnes. Ça concerne déjà au minimum 12 personnes. Parmi ces personnes, donc la majorité étaient des dits Mozambique ou malgaches, en fait des esclavisés déportés de l'Afrique orientale et de la Grande Île. Et j'ai retrouvé parmi eux aussi, et c'était extrêmement émouvant, un enfant créole qui s'appelle Limbao. Et ce qui est extrêmement extrêmement fort, c'est que ces personnes sont nommées. On retrouve notamment Valentin, un esclavisé Makua, qui était mort à l'hôpital colonial de Saint-Denis et dont on retrouve à la fois le crâne et le visage moulé post-mortem. Il y a également Iphigénie, une esclave Makua, et Pauline, une esclavisée malgache dont on retrouve également le crâne et le buste moulé. Et il y a aussi d'autres esclavisés Mozambique, notamment d'Inyamban, qui ont été déportés du port de traite d'Inamban dans le sud du Mozambique, qui eux, je pense, étaient vivants quand leurs visages ont été moulés par Dumoutier. Et d'ailleurs, Dumoutier aurait recueilli auprès d'eux des vocabulaires d'Inyamban, de langue parlée au sud de l'actuel Mozambique. Donc, c'est extrêmement fort, puisque effectivement, nous avons des noms, ces personnes sont nommées, et bien sûr, ma perspective est de reconstituer leur trajectoire de vie, tant que faire se peut, selon les sources dont on dispose, et de croiser donc les archives coloniales présentes en Hexagone avec, bien sûr, les archives départementales de La Réunion. Je pense que ce qui est aussi extrêmement important en termes patrimonial pour La Réunion, considérer ces collections, c'est qu'effectivement, on retrouve les visages d'ancêtres esclavisés de La Réunion, et ce sont leurs traits authentiques. Ce ne sont pas des sculptures, d'accord ? Ce ne sont pas des représentations, ce sont leurs empreintes, ce sont leurs traits authentiques. Et ça, je pense que c'est vraiment un héritage important. J'en ai eu l'expérience dans tout le travail que j'ai mené, notamment avec des descendants d'Ili à Maurice. Les bustes ont une très grande charge d'identification pour des descendants. Et puis les descendants, donc on pourrait en parler ensemble. Et puis d'ailleurs, je suis très intéressée de savoir ce que vous en pensez, comment vous relationnez avec ces restes humains et ces bustes. C'est-à-dire que les descendants, ce ne sont pas forcément que des descendants biologiques. Alors ça serait bien sûr formidable de pouvoir retrouver des descendants même biologiques, et ça serait peut-être possible. Nous verrons la suite des recherches. Mais je pense que il y a aussi ce qu'on appelle des communautés de descendants historiques et symboliques, et que ces ancêtres esclavisés de La Réunion
dont les restes humains et les moulages sont encore aujourd'hui dans les réserves du Musée de l'Homme, ce sont des ancêtres aussi que l'on pourrait considérer de tous les Réunionnais. Franchement, honnêtement, c'est dire en début, c'est que oui. moi, plus m'y réfléchir à ça, plus m'en ai touché et dans la tête, imagine comme c'est comme mon famille, quoi. Même si on n'a pas forcément des liens génétiques avec ces personnes-là, il faudrait enquêter. Mais il est vrai que de voir des visages, de mettre des noms dessus, on est profondément ému rien que par l'idée de ça. Peut-être que maman envie d'autant vers Laurent là pour parle-nous un petit peu de l'apport de connaissances, mais cette histoire de chaînon manquant que nous comprenons bien. En fait, si m'y reprend par rapport aux travaux de Clara Boyer-Rossol sur notamment la présence de Frobéaville à La Réunion. En fait, il lui récolte des informations qui sont l'idée, c'est de composer en fait un appareil scientifique, de capter des mots, des registres de vocabulaire. D'esclaves qui viennent du Mozambique donc il utilise en fait une partie des plantations réunionnaises dans cette perspective-là. Là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que dans les carnets, lui dessine notamment en fait ce que nous appelle dans l'iconographie réunionnaise la danse des Noirs. Et en fait, nous avons plusieurs représentations en fait de ces danses de Noirs, mais dans une période où l'image est très forte. C'est l'image de 1848. C'est celle que l'on a réalisée en fait sur qui est le 1er 20 décembre, le bal des Noirs sur la place du gouvernement, et qui représente déjà des groupes de danse des Noirs. Un peu plus loin dans le temps, on a un autre moment qui est sur le front de mer de Saint-Denis, au droit de la Cité des Arts actuellement, une autre danse des Noirs qui est représentée. Et donc, du coup, nous avons une scénographie, nous avons une façon d'habiller particulière que nous décodait pas à l'époque, parce que nous n'avions pas, il manque à nous les éléments. Ce que Frobéaville par Clara Boyer-Rossol amène, c'est que Frobéaville, il redessine ce même moment-là à La Réunion, mais lui décode en partie les groupes présents, lui explique les costumes, lui donne une substance plus forte aux costumes qui sont portés, aux vêtements qui sont portés, et puis surtout lui connecte ça du coup à un paysage d'origine, c'est-à-dire nous peut maintenant donner des noms sur ces séquences de groupes, de danse de groupe, et qui connectent à nous en fait au paysage un peu ancestral. C'est pour ça que me dit que c'est un chaînon manquant, c'est que en fait nous n'avions ces deux images fortes là de la danse des Noirs. Et quelque part, nous n'avions pas le nœud d'explication sur les origines de ces groupes-là. Parce que quand Potémon, par exemple, fait le dessin de la danse des Noirs, ou quand Roussin fait le dessin de la danse des Noirs, souvent en recopiant Potémon, il ne lui donne pas d'explication là-dessus. Le Potémon, il comprend que c'est un moment important, c'est-à-dire qu'il lui capte quelque chose, et puis c'est une commande, c'est-à-dire qu'il demande à lui, en fait, de réaliser un tableau qui représente, un tableau géant, 3,50 m par 2,50 m, qui représente la danse des Noirs à Saint-Denis. D'accord ? Donc, c'est énorme, c'est la taille de la liberté guidant le peuple, pour donner une idée du format du tableau. Et en fait, ce mécanisme-là est repris par Roussin après, en donnant des détails un peu plus fins. C'est-à-dire quand Roussin il donne à nous une perspective plus forte sur les costumes portés, sur la position des gens, sur les instruments de musique. Et en fait, ce qui permet de comprendre ce qui se passe quelque part dans les images, c'est les carnets du Moutier. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et c'est pour ça qu'il parle de chaînon manquant, c'est que il manquait à nous un peu le regard du bonhomme qui dit dans cette scène-là, il y a ça, quoi. Voilà, c'est les gens qui sont là, ils viennent de ce pays-là, les instruments, c'est des instruments, voilà. Là-dedans, on est d'accord que, sans doute, c'est aussi le regard de Frobéaville qui dit, qui capte peut-être seulement une partie de ce qui se passe. Mais, quand même, là-dedans, lui donne du vocabulaire, voilà. De même que nous parlions de chaînon manquant, il y a quelque temps, la bibliothèque départementale a réédité un bouquin qui s'appelle Les loisirs d'un monsieur qui s'appelle Loger, qui dedans met en scène un dialogue, voilà. Et effectivement, alors maintenant, avec cette capacité de chercher sur Internet les origines des noms, des mots, on comprend qu'il y a un sens dans le mot.
nous n'avons pas l'origine du comment en fait lui établit un dictionnaire. Le dictionnaire, c'est Frobisherville. Donc et en fait, on voit qu'on a des liens en fait déjà, ou en tout cas un matériau qui circule, qui permet en fait aux gens de connecter azote à quelque part un peu les résultats de ce qui ressort et à donner une base un peu de réalité, même à des écrits littéraires, voilà, des romans. Donc c'est pour ça qu'il parle de chaînon manquant dans cette perspective-là. Moi, il voudrait carrément revenir à la restitution. C'est clair que c'est une demande forte pour nous, cette restitution de tous les restes humains, parce que c'est un patrimoine fondamental. Ça y pose aussi la question de l'accueil. Bon, c'est vrai que nous l'a appris ça en mars 2025, c'est tôt. Nous avons besoin de rebondir pour dire que nous n'avons pas aussi avancé dans le travail de restitution que l'association de Guyane, qui travaille quand même depuis 3 ans. Donc nous, à La Réunion, on a besoin de rebondir sur tous ces éléments d'information. Et la première chose que nous devons faire, c'est véritablement penser l'accueil et le retour de ces restes humains. Oui, avant de rentrer, nous va vraiment... Là, nous propose à vous de faire une petite pause musicale. Il nous va rentrer vraiment sur la question, là, la dernière grosse demi-heure, sur la restitution, de discuter, rentrer dans le détail. Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sud Plus, l'émission Allez-y partout, avec Parallèle Sud. Nous vient de nous accueillir sur le plateau, excusez-moi, Jean-Marc Razé, lui livre à nous aujourd'hui une petite réflexion personnelle sur ce que signifie niveau humain, niveau philosophique et la présence de crânes dans bon musée. Jean-Marc, nous écoute à vous. Merci. Pourquoi ce histoire est important ? Qui peut s'enorgueillir de façon certaine de savoir ce que c'est la vie, l'homme, la conscience et la conscience d'être homme ? Au cours de l'histoire, quelques moments, quelques comportements spécifiques nous ont différenciés des autres espèces vivantes. Prendre soin de ces morts est un de ces comportements spécifiques. Dès lors, une sorte d'éveil, un sentiment d'appartenance à un même destin nous fait humains. Est-ce le début de l'humanité avec un grand H ? Pas certain, car certains comportements spécifiques nous distinguent des autres vivants, celui d'exploiter l'autre. Les idéologies se diffusent plus vite que les faits biologiques et généralement servent les plus forts. À Valladolid, l'Église, en 1550, a reconnu l'existence d'une âme aux Amérindiens, interdisant de facto l'esclavage des peuples du Nouveau Monde, sous peine d'excommunication. Mais cette avancée, entre guillemets, n'avait pas bénéficié précédemment aux peuples d'Afrique, pris entre les catholiques, le pape Nicolas V légalisant l'esclavage dans la chrétienté, et l'islam, où l'esclave fait partie de l'histoire depuis ses origines. La philosophie n'est pas en reste. Le grand et le sage Aristote nous disant, en moins 300 avant Jésus-Christ, dans son ouvrage La politique, et je le cite, « Il est évident que les uns sont naturellement libres et que les autres naturellement esclaves. Et pour ces derniers, l'esclavage est utile autant qu'il est juste. » Ça, c'est Aristote qui dit ça. À un autre moment particulier du champ historique et social, mi-19e siècle, l'idéologie se sert de la science, encore balbutiante, pour justifier une suprématie d'une race sur une autre, une hégémonie par les différences apparentes entre les hommes. Une espèce de scientisme donne quitus à l'expansion coloniale, elle-même portée par l'industrialisation naissante. La science, la vraie, les travaux de Lamarck, Wallace et Darwin ont été complètement dévoyés jusqu'au délire nazi. Ces 3 moments particuliers du champ historique et social résonnent encore beaucoup dans les cerveaux. Même après plus de 150 ans, les esprits s'échauffent, vite. Alors qu'aujourd'hui, la science, la vraie, a tué totalement l'idée de race. Mais je le répète, le lien avec la terre, l'enracinement à un sol, à la terre des morts de nos ancêtres est clairement établi dans les cultures. C'est certainement un des premiers faits culturels inscrits même dans le langage.
Homme et humus ont la même racine étymologique. Je suis né quelque part, et la génétique m'a fait découvrir dans mes ancêtres des rois et des esclaves. Je sais également que nous avons tous des ancêtres nés il y a plusieurs milliers d'années dans une vallée, la vallée de l'Omo en Afrique. On parle bien ici et maintenant de ces femmes et hommes, avec des majuscules, déracinés de leur terre, qui a vu naître nos ancêtres à tous et qui se sont retrouvés sur notre caillou. Ils y ont fait souche et celle-ci a bourgeonné sur l'île de la Réunion, terre où le vivre ensemble est encore possible. Pourquoi cette histoire est importante ? Parce qu'elle est absolument nécessaire si on veut que l'humanité, ce collectif d'êtres humains, advienne un jour. Il est nécessaire de sortir des musées ces crânes qualifiés d'objets pour restaurer l'humanité de ces femmes, de ces hommes, avec leurs histoires, avec notre histoire commune à tous. Merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup pour votre causée, votre réflexion. Il est vrai que maintenant on ne peut pas rentrer dans la partie de la restitution, sortir, mais je ne sais même pas comment appeler ça, parce que sortir les crânes des musées, sortir nos ancêtres des musées, il est important et faire ça de façon humaine. Avant de rentrer profondément, faire tourner la parole à ses invités, mais pose la question à Clara Boyer-Rossol. Sur Clara Boyer-Rossol, la question de la restitution. Mais connaît qu'on doit bientôt partir. Si nous laisse à vous la parole une dernière fois sur ce sujet-là, parlons-nous de la restitution, comment on voit ça, les obstacles nés là, les choses à prendre en compte au niveau culturel peut-être aussi. Clara ? Oui, merci. Concernant la restitution des restes humains, donc je voudrais rappeler que actuellement, nous ne disposons pas encore de loi cadre pour la restitution de restes humains au sein du territoire national, d'accord, puisque la loi de 2023 portait sur la restitution pour les pays étrangers. Mais pour le territoire national, nous ne disposons pas encore de loi cadre. Il y a un projet qui est en cours et qui devrait être rediscuté d'ici la fin de cette année 2025. Et par ailleurs, il y a également un autre projet de loi cadre, cette fois portant sur la restitution de biens, donc d'objets, acquis par la France dans des conditions abusives, qui sera examiné le 24 septembre prochain au Sénat. Alors, c'est important, pourquoi ? Parce que dans le cas de ces crânes et de ces bustes de la Réunion, finalement, on est un peu à l'intersection de diverses lois, en tout cas projets de loi, puisqu'il y a d'une part des restes humains, donc des crânes et des bustes moulés post-mortem. Les bustes moulés post-mortem peuvent être considérés comme des restes humains. D'ailleurs, c'est le cas pour l'association Moléco qui demande la restitution des restes humains Kalinia, dont 6 crânes et 2 bustes moulés post-mortem, qu'ils considèrent comme des restes humains. Alors, c'est très important le régime juridique parce que selon les modalités de la restitution, les usages seront différents. Et si la Réunion demande donc une restitution demain, admettons, une restitution des restes humains, en principe, les usages seront strictement funéraires. Donc ça, c'est quand même important de se le rappeler. Mais il y a aussi, à l'intérieur donc des moulages que j'ai identifiés, certains ont été donc moulés sur vivant. Et on peut les considérer plutôt, du coup, comme des objets culturels qui pourraient être même éventuellement exposés avec évidemment toutes les précautions à prendre pour respecter la dignité humaine. Donc, c'est important de distinguer à la fois les restitutions qui seraient impliquées dans le cas de la Réunion et aussi de prendre en considération la diversité des usages patrimoniaux, mémoriels ou même muséographiques qui pourraient en être faits. Pour finir, je voudrais rappeler que, moi je reste dans ma position évidemment d'historienne, de chercheuse, et j'aime à croire que c'est ce que je peux apporter à mon niveau, éclairer cette histoire, apporter un ensemble de savoirs, et pour aussi accompagner le processus de restitution par une recherche scientifique collaborative, en lien étroit avec la Réunion. Je crois que c'est très important et je vous remercie d'ailleurs pour cette émission, qu'on restitue d'abord cette histoire à la Réunion et de le faire en dialogue avec des chercheurs réunionnais, des historiens comme Monsieur Waro,
mais aussi des membres de la société civile et des représentants des associations comme Madame Ghislaine Bessières. C'est très important pour moi ce dialogue et j'espère vraiment qu'on va le maintenir ensemble et qu'un jour je pourrai venir à La Réunion, peut-être dans le cadre d'une conférence qu'on organiserait pour pouvoir continuer ensemble ce chemin. Je vous remercie beaucoup et je vais devoir vous quitter, mais ce n'est qu'un au revoir et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est exactement le projet en fait de la société civile que nous représentons à travers ces 50 associations qui demandent clairement la restitution des restes humains. Donc la question maintenant, quoi faire de ces restes humains ? Eh bien ça, c'est un débat public. C'est un débat public et ça, c'est un dossier qui doit être ouvert, où se retrouvent autour d'une table, comme l'a dit très justement Madame Clarée Boyer-Roussol, les historiens, les politiques, la société civile et La Réunion. Et nous invitons d'ailleurs, par exemple, une chaîne comme Réunion la Première, de faire un sobat de cause sur ces questions-là. Parce que c'est une question essentielle, la question de savoir quelle est la place de l'esclavisé à La Réunion. Qu'en est-il du musée de l'esclavage, de l'engagisme et de la colonisation ? C'est un projet qui a été mis en place autour du programme de l'UNESCO par rapport à la route de l'esclave et de l'engagé. On n'entend plus parler. C'est aussi une question de rechercher la vérité et la dire. Et la dire parce qu'on sait très bien que le crime, quand il est reconnu, quand il est posé, c'est comme ça qu'on s'en sort. D'accord ? Donc, la restitution, nous, on a pensé qu'effectivement, il faut faire une cérémonie religieuse. Quand je dis religieuse, c'est toute religion confondue. Et à ce titre, on est en contact aujourd'hui avec les officiants des différentes confréries réunionnaises, que ça soit les Zumbias, que ça soit les Poussari, que ça soit les prêtres, enfin tout l'ensemble des dignitaires réunionnais pour qu'on organise une cérémonie officielle, spirituelle, pour le retour de ses ancêtres. Maintenant, on pense, nous, au niveau de la société civile, je parle toujours de ces 50 associations, que ce sont des matériaux qui sont importants pour nous et qu'il faut les exposer. On n'est pas d'accord pour l'inhumation, donc ça veut dire qu'au niveau de la loi cadre, il faut quand même revoir cette question. Parce que, comme l'a dit très justement Clara Boyer-Roussol, c'est des visages avec lesquels on peut se reconnecter, on peut se réaffilier. Donc c'est important qu'on puisse être dans un recueillement. Et il faut penser le dispositif. On a parlé tout à l'heure d'une salle obscure, sombre, un petit peu, qui nous permettrait à la fois de nous recueillir et de respecter. En tout cas, les enterrer comme on a fait pour les ossements, les enterrer comme on a fait pour tous les matériaux, ou les brûler comme on a fait pour les archives, pour nous, il faut arrêter. Il faut rendre visibles et accessibles tous ces éléments qui font partie de notre patrimoine historique. Et ça, seul au niveau d'une commission scientifique qui devrait être mise en place et qui n'est pas l'affaire que de Clara Boyer-Roussol, mais qui doit impliquer l'ensemble des historiens réunionnais. Le débat sur la création du musée, on ne souhaite pas, et ça il faut le dire très clairement, on ne souhaite pas que ce musée soit à Villèle, parce que ça se serait faire revenir les ossements, les restes humains, dans un endroit où ils ont été exploités, opprimés, conditionnés. Là, on est dans le cadre du crime. Il est hors de question pour nous. C'est éthiquement pas responsable et politiquement incorrect de les remettre au musée de Villèle. Donc ça, on le dit très clairement. Et tout ce débat doit être posé en même temps. On n'est pas ici dans la discrétion, on est dans
comme je disais tout à l'heure, l'ouverture du grand cahier de l'esclavage et de la colonisation et tous ces débats. Et c'est pourquoi il faut prendre le temps. On n'est pas dans dire, la semaine prochaine ou à la fin de l'année, on va faire revenir tous ces restes humains. Il faut d'abord se déterminer sur les conditions de l'accueil. Alors, oui, là, le musée de Villèle vient d'être nommé. Je suis le premier à regretter qu'aucun représentant du musée de Villèle ne soit venu. C'est une grande difficulté que j'ai eue en tant que journaliste de faire parler le musée de Villèle. Depuis le début, depuis la première heure où j'ai appris l'existence de cette découverte, je les ai questionnés. Il a fallu au moins 2 mois pour qu'ils me répondent. Ils s'étaient évidemment invités à cette émission. Ils ne pouvaient pas. Donc, la seule chose qu'on a du musée de Villèle, finalement, c'est un échange que j'ai eu, pas franchement en direct, mais quand même avec Cyril Melchior, le président du département, donc l'autorité qui gère le musée de Villèle, sur ces restitutions. Et je crois que c'est le seul moment où il a pris la parole sur cette question. Alors, les autres médias l'ont peut-être pas questionné non plus. En fait, tu citais les médias réunionnais qui en ont très peu parlé, à part Zinfo 974 qui a repris nos informations et qui en a fait un travail sérieux. C'est vrai que personne n'a même suivi Madame Bessière quand elle faisait des conférences de presse, quoi. Donc le musée de Villèle, que nous dit Cyril Melchior quand il finit par répondre à mes questions? En fait, depuis 2023, ces gens-là savent l'existence de ces crânes. On n'en parle pas. Il travaille sur un projet de restitution. En effet, le musée de Villèle est pour une restitution des crânes à La Réunion. Et là, ça se fait un peu en misouk, j'ai envie de dire, quoi, hein. Quand on l'apprend, ils ont du mal à positionner clairement leur démarche, quoi, hein. A priori, au début de l'année, enfin, c'est même pas a priori, il le dit, hein, une convention de prêt renouvelable sur 5 ans a été signée entre le musée de l'Homme et le musée de Villèle. Donc, dans le cadre du réaménagement, de l'agrandissement du musée de Villèle, on pourrait en effet voir cette restitution arriver. Et maintenant, sans prendre parti, bien sûr, hein, pour répondre à l'émotion et puis au refus du collectif de voir ces restes arriver au musée de Villèle, que nous dit Monsieur Melchior? Il dit oui, le nouveau musée va s'ériger sur un domaine qui est très chargé sur le plan historique et mémoriel, mais il ne sera ni coincé dans ce domaine, ni soumis à la figure de Madame Desbassins. Le discours scientifique du musée replacera l'esclavage et l'esclave au centre du parcours muséographique. Il s'élèvera au-dessus du lieu et prendra ses distances avec les représentations dominantes. Un peu plus loin, il dit qu'il serait absurde, selon lui, que ces restes soient exposés ailleurs, étant donné qu'il n'y a pas encore de musée de l'esclavage à La Réunion. Et donc, il nous dit, le musée de Villèle n'est pas complaisant, pas plus que les autres. En revanche, force est de constater que l'histoire de l'esclavage n'est véritablement traitée dans aucun musée ou lieu de mémoire à La Réunion. Notre ambition est donc de lui donner toute sa place dans ce lieu majeur qu'est le musée de Villèle. Voilà la parole officielle que nous avons du musée de Villèle, donc qui est positionné sur cette restitution, mais visiblement pas en phase avec les associations. Oui, mais on l'a lu dans l'article de Parallèle Sud, d'ailleurs, la position de M. Melchior sur lui a signé un accord cadre et tout. Et là, il nous rejoint les associations que l'a réuni, là, le collectif. C'est que, pour moi, cette question-là, il ne peut pas être juste une signature d'un accord entre 2 musées et en vap-bap, quoi. Il doit vraiment... la participation et des associations et des scientifiques et des réunionnais, est important. Ce sujet-là, pour ouvrir la réflexion là-dessus... approfondir la réflexion là-dessus. Mais je propose d'écouter notre dernière chronique, c'est notre camarade Alice l'a préparé, quelque chose, je pense, autour de la question du patrimoine. Très proche de son étymologie que le dictionnaire Le Robert définit le patrimoine. D'abord, bien de famille, bien hérité de ses parents, puis ce qui est considéré comme une propriété transmise par les ancêtres. D'autres ressources déclinent la définition en patrimoine héréditaire, même patrimoine génétique, patrimoine financier, foncier, et l'étendent aussi à un grand nombre d'héritiers. On a alors le patrimoine commun, le patrimoine archéologique, culturel, national. La liste est ici non exhaustive. Si l'identification possible du patrimoine déborde désormais le cercle familial et dépasse aussi les enceintes des musées, toutes ces déclinaisons convergent vers le point commun de la transmission.
Il apparaît que le propriétaire ou le détenteur d'un bien ou d'une caractéristique spécifique estime ce bien ou cette caractéristique fondamentale pour ses descendants. Mais cette estimation n'annule en rien les difficultés de la transmission, qui sont au moins au nombre de 3. D'abord, la décision de ce qui fait patrimoine, quel monument, quelle pratique, quel reste du passé. Ensuite, l'origine de cette décision et sa légitimité. Vient-elle d'une institution familiale, communale, départementale, régionale, nationale, européenne ou internationale ? Enfin, tout ce qui a trait à la préservation, l'entretien, l'exposition, en somme, au traitement de ce qui est alors devenu héritage. Puisque un bâtiment, un paysage, une danse ou un défilé n'apparaissent pas comme patrimoine, ils le deviennent, par un processus de valorisation. Pour Patrick Charodeau, le patrimoine est un construit. La professeure-chercheure Cécile Tardy propose que le patrimoine est un objet inséré dans des pratiques de communication qui l'élabore, lui donne un sens patrimonial. Le sociologue Jean Davalon énumère 6 étapes de la fabrique patrimoniale, de la découverte comme trouvaille remarquable jusqu'à l'obligation de transmettre, en passant par la représentation du monde d'origine par l'objet. Le muséologue Georges-Henri Rivière parle d'objets symboles pour désigner certains objets témoins lourds de contenu pouvant incarner toute une culture ou toute une époque. Mais une culture émouvante et une époque a des bornes alors. Reste à savoir si la génération désignée comme héritière s'y identifie, s'y reconnaît et en perpétue à son tour la transmission. L'acceptation d'un héritage a-t-elle une limite sociale et une date de péremption ? Oui, nous venons d'entendre Alice et Samy voulait écouter à elle parce que ça est très intéressant, c'est que cette découverte, c'est notre patrimoine. Et un patrimoine, c'est pas juste un objet ou des restes comme ça. Il faut faire un cas avec, il faut incarner, on a toute une démarche à faire. Et c'est un peu le sujet de la démarche portée par Ghislaine Bessières. Hein. Et on voit qu'il y en a deux, mais pour moi, il y en a deux questions. Il y en a la question du retour, c'est la question culturelle, hein, c'est-à-dire comment est-ce que nous rend hommage au niveau spirituel à ces restes humains. Mais il y a aussi la question comment est-ce que les Réunionnais, il y a qu'à par azote. Donc, on revient sur ça nous a dit tout à l'heure, hein, c'est comment est-ce que nous déclenchons une recherche scientifique, comment est-ce que nous mettons des mots, comment est-ce que nous ramène la société civile là-dessus. Peut-être un petit mot, parce que pour moi, sur la préparation, il y a une question de préparation. Et la question de la préparation, pour moi, c'est aussi une question pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi, il faut encore de la pédagogie vers la population. Il faut encore expliquer, il faut encore faire comprendre, il faut encore faire toucher un peu l'histoire. Et puis sans doute qu'il y a une dimension enseignante. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on équipe les enseignants, peut-être tout bêtement un dossier pédagogique qui permette déjà de préparer ça. C'est-à-dire de se dire, voilà, ces éléments-là existent, comment on peut en parler en CM1, CM2, en 6e, en 5e, au collège, au lycée, etc. Voilà, il y a aussi une dimension qui est purement pédagogique, qui est purement un peu terre à terre, c'est-à-dire de ramener le sujet dans la société réunionnaise, parce que c'est aussi comme ça qu'on fortifie le débat, qu'on prépare les gens à accueillir, à faire comprendre, à mieux comprendre les choses, quoi. Voilà, peut-être un... Merci Laurent de me tendre la perche, parce que effectivement j'étais attristée d'entendre Olivier dire qu'il n'avait pas souvenir dans sa formation scolaire d'avoir entendu parler de ces questions-là, et pourtant Dieu sait si au moins depuis les années 2000, avec l'apparition des programmes adaptés, ces questions sont obligatoirement au programme. Alors la grosse difficulté, c'est effectivement comment les mettre en œuvre. Et donc Laurent parlait de dossiers pédagogiques. Alors il faut savoir que le ministère a mis en ligne depuis plusieurs temps maintenant un gros dossier de plus de 44 pages sur la manière d'enseigner et les éléments sur non seulement la période de l'esclavage et puis les périodes qui ont suivi, hein, on rentre là-dedans dans l'engagisme également, mais également les mémoires, les questions, tout ce qu'il y a autour de ce qu'on fait de cet héritage historique, de ces faits historiques contre lesquels qu'on est bien obligé d'affronter et de regarder en face.
Et pour revenir justement à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le musée de Villèle, en fait, il a changé de nom. C'est son appellation officielle maintenant, c'est Musée de l'histoire de l'esclavage et de l'habitation. Et il offre aussi pour les enseignants, il a mis en place effectivement un dossier pédagogique sur un portail. Il y a un portail, mais il y a également des éléments qu'on peut utiliser plus directement avec les enseignants. Et puis il y a effectivement tout ce travail qui est fait par les collègues et par la société civile, parce que parmi les enseignants, il y a beaucoup de personnes qui mènent leurs propres recherches par rapport au lieu où ils enseignent et qui essayent d'attirer l'attention de leurs élèves sur ces questions-là. Parce qu'il faut savoir que au niveau national, ces questions figurent dans les programmes. Elles figurent dans les programmes du cycle 3 jusqu'à le lycée, jusqu'à la fin du lycée, jusqu'à la terminale, y compris les programmes pour les CAP et pour les lycées professionnels. Y compris même pour les terminales, ces questions nouvelles en histoire qui mêlent un peu aussi les sciences économiques et sociales. Et puis, par ailleurs, figurent depuis les années 2000 des programmes adaptés. Alors, en son temps, il y avait l'Association des professeurs d'histoire-géographie qui avait milité pour être sûr que ces faits autour de ces périodes douloureuses, il faut bien le reconnaître, soit enseigné, ça figure dans les sujets d'examen. Ça a été fait pendant un certain temps. Et effectivement, tant que c'était validé, qu'il y avait la possibilité que ces questions-là tombent soit au brevet, soit dans des questions du baccalauréat, on sait que l'enseignement a quasiment été fait. Il y a ces fameux dossiers de notre histoire qui avaient été produits à l'époque par le Conseil général, avant de s'appeler Conseil départemental. Et puis, il y a eu aussi des livres scolaires qui sont sortis, Hachette. Et puis un livre Nathan mais depuis ça n'a pas été renouvelé. Et là on est à l'aube de nouveaux programmes qui sont en prévision pour la rentrée 2026 qui vont du cycle 2 jusqu'au cycle 3, donc jusqu'au cycle 4, jusqu'à la troisième. Et là quand on voit l'intitulé, on est un petit peu inquiet parce qu'on retombe dans des poncifs et des formulations qui ne prennent pas en compte les réalités ultramarines dans leur ensemble d'une part, mais aussi dans leur particularité, puisque l'histoire des Mascareignes n'est pas tout à fait la même que celle des Antilles. Par exemple, on parle du Code noir, alors qu'en fait, il y en a eu 3. Celui de 1723 pour Bourbon, il a été rédigé non pas sous Louis XIV, mais au moment où Louis XV accède, devient major. Bon, il n'a que 13 ans, mais enfin bon. Et Maurepas est à l'origine du renouvellement de ce texte juridique. Enfin, en tout cas, il le supervise. Et il est diffusé en même temps que le Code noir pour la Louisiane, et au Canada, qui possède aussi des esclaves, et pour lequel Maurepas a d'ailleurs des vues très, très particulières, souhaitant l'intégrer davantage au tissu national, eh bien, pas de code, rien qui régissent les rapports entre les maîtres et les esclaves. Et d'ailleurs, sur ces codes, l'idée est aussi d'assurer l'arbitrage royal, l'arbitrage du pouvoir central sur ces questions-là, et de résoudre un problème technique au niveau juridique. C'est que dans la société civile, on parlait de patrimoine tout à l'heure, patrimoine, c'est pas terre, c'est le père, c'est l'homme. L'homme transmet son nom. Dans les sociétés esclavisées ou qui utilisent le travail servile, le problème, c'est que la transmission se fait par les femmes et la transmission du statut. Donc c'est une dérogation au code national, et c'est un des objectifs aussi des codes qu'on appelle noirs par facilité d'appellation, c'est aussi de résoudre un double problème d'ailleurs, ce problème législatif, et puis aussi l'expansion du christianisme par rapport à d'autres cultes, en particulier le culte protestant sous Louis XIV. Et donc, de toute façon, toutes ces personnes esclavisées doivent être baptisées
et intégrée au monde catholique. Merci beaucoup. Nous enchaîne parce que les auditeurs commencent à appeler. Apparemment, là, les gens ils veulent réagir. Donc, du coup, c'est super, tant mieux. Nous accueillons un premier auditeur. Il appelle Farid. Farid, bonjour, il est là? Oui, tu entends moi? Oui, il entend où? Écoute à où, Farid. Bonjour tout le monde, bravo pour votre débat. Moi, je fais partie du collectif que Ghislaine l'a mentionné, et puis il connaît bien Laurent et Franck depuis le début. Moi, c'est Laurent que l'avait remettre ça un petit peu à l'ordre du jour chez moi. M'a toujours suivre Clara depuis son postdoc, parce que m'avait senti qu'on avait une grosse affaire derrière là. Moi, je veux intervenir rapidement sur 2 points. Pour moi, l'enjeu, avant tout, il est d'ordre scientifique. C'est-à-dire que il y a un gros enjeu de compréhension et il fait le lien notamment avec toutes les autres découvertes que l'on a eues sur le territoire. Donc, il pense à Saint-Paul, les ossements, il pense aux ossements découverts dans les années 90, 80, 2000, Tapcal, etc. Mais ça n'a pas tout nommé, notamment recensé par la DACOI. Recensé aussi par les travaux de Madame Dijoux, le secrétaire, etc. Tout ça là, pour moi, c'est un même package. Et donc, en fait, nous voit que dans l'émergence d'une archéologie scientifique et que, en fait, quid aussi de l'Université de La Réunion. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, nous avons un vrai chantier de recherche et que là, si vraiment nous n'avons point des historiens, des archéologues qui penchent au local et à l'international, il faudra de poser à nous aussi des questions sur la volonté de valoriser ce patrimoine-là. Donc vraiment l'enjeu, avant tout, pour moi, des scientifiques, bien comprendre et va permettre, comme Madame la dame enseignante l'a mentionné, d'ouvrir sur le champ de la pédagogie. Mais avant tout, c'est la contribution scientifique qui doit être mise en avant. Et la deuxième contribution, et moi c'est là-dessus que m'y appuie dans le collectif, pour moi l'enjeu est spirituel. Parce que la question spirituelle y est centrale dans la restitution. C'est-à-dire que c'est la restitution que va guider l'endroit, c'est le spirituel que va guider la restitution, et notamment la question du bâti qui a été mentionnée par Madame Bessière. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est vraiment savoir comment nous, entités spirituelles, réunions spirituelles, nous ça accueille ça. Et il n'est pas évident parce qu'au final, compte, nous voit que on a plusieurs feelings dans notre manière d'être, que ce soit l'afro-malgache, que ce soit aussi le malo-baracili, le musulman, le chrétien, tout ça là, peut-être on a un avis à donner parce que, comme Madame Boyer l'a bien dit, en fait c'est un patrimoine commun. Et moi c'est ça vraiment me trouve intéressant, et c'est ça que va guider la loi, qui devrait guider la loi, parce que là la loi elle est en négociation, et guider les questions politiques et de bâti que les, entre guillemets, sur où ça ils mettent ça, est-ce qu'ils mettent ça à Villers, est-ce qu'ils mettent ça là-bas. Donc pour moi l'enjeu il est là, et nous n'avons pas de réponse, et donc m'y appuie ce que Madame Bessier a dit, il faut un vrai débat avec tout le monde, des entités compétentes sur ces questions-là, ces 2 questions-là. Dernier point, la fin nous l'a pas dit, c'est que c'est bon mozambicain, c'est bon malgache. Donc là, nous faisons un débat entre nous réunionnais, nous ça fait ça. Mais est-ce que nous la questionnons aussi, les peuples malgaches et les peuples mozambicains? Peut-être que Bona aussi peut demander la restitution. Donc, pour moi, la question est complexe et il faut avancer étape par étape. Voilà. En tout cas, merci pour permettre à nous d'exprimer à nous sur cette question. Merci Farid, merci en tout cas de votre intervention. Il est vrai que moi, j'ai tout de suite envie de rebondir parce que ça lui dit il est très intéressant et lui mettre les mots sur une sorte de confusion que moi j'avais dans ma tête, parce que pour moi la question c'est avant tout la question du rituel spirituel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il présente à moi. C'est-à-dire que, mais il comprend bien qu'il a besoin d'un cadre légal, tout ça, mais pour moi, c'est pas une question qui intéresse à moi directement, quoi. Le sujet, et bon, la question de la recherche scientifique, c'est important pour moi aussi, effectivement. On a trouvé des éléments, il faut que nous tire le bout pour essayer de trouver peut-être des descendants, pour essayer de voir des choses comme ça, là, très intéressant. D'ailleurs, moi, là, vu que Cédric Melchor l'avait dit que lui ouvrait une recherche scientifique, mais il ne connaît pas qui. Est-ce qu'il est venu vers vous déjà? Voilà, ne connaît pas quel scientifique les concernés. Ne connaît en tout cas que Clara Boyer-Roussol a fait la découverte, n'est pas concernée. Nous voyons un historien au sud sur le plateau, n'est pas concerné. Donc la question de la recherche, oui, pour en prendre plus, et la question pour moi, quand on aura réglé la question de comment est-ce que nous prenons en charge
les restes humains, et au niveau spirituel, nous va pouvoir démailler, savoir où ça nous accueille. Il y a aussi une dimension importante, c'est l'héritage des gens qui témoignent dans les carnets. C'est-à-dire que dans les carnets de Froberville notamment, c'est la parole esclavisée. Donc c'est aussi il donne une consistance, il donne une substance à ces gens, à des gens que les très loin de nous. Et ces gens-là nous peuvent faire le lien avec aujourd'hui, c'est-à-dire sans doute aussi que la restitution n'est pas que d'ordre entre guillemets physique, c'est-à-dire que c'est les bustes ou les crânes, c'est important, on est d'accord, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est aussi la question pour la première fois, en fait, nous avons des documents qui ressortent de façon importante et qui donnent le nom Mozambique, le nom malgache et le nom français. Donc, ces gens-là que l'a vécu une quinzaine d'années avant l'abolition de l'esclavage, sans doute qu'à l'abolition, ils allaient libérer, et sans doute qu'après l'abolition, ils étaient installés sur le territoire. Donc, on a aussi, en fait, la reconnexion, en fait, avec les ayants droit directs de ce récit-là. Nous sommes bien d'accord ils partagent complètement cette idée d'un héritage collectif, d'une question qui est portée par la question de l'humanité. Voilà. Mais il y a aussi, comment Froberville y interroge un tel bonhomme dans la plantation, ce gars-là, sans doute, qu'il a une descendance. C'est-à-dire qu'il y en a aussi ce volet-là. Il y en a aussi un volet de connexion directe de la parole, de la mémoire de cet ancêtre, qui n'est présente que dans le livre, et avec le territoire, avec la Réunion, avec les familles qui sont descendants de ce bonhomme-là, en supposant qu'il ait une descendance. Voilà, donc on a aussi ce volet peut-être un petit peu plus serré, un peu plus fin, où il a interrogé 4 ou 5 personnes sur le territoire, mais il donne quand même quelque chose qui me prouve qu'il est important que cette question-là, il n'est pas non plus dominé par la question de la restitution ou il fait partie du devoir de mémoire aussi. C'est aussi un élément important à intégrer dans le devoir de mémoire. Moi, je pense que nous sommes dans une réaffiliation collective et que ce travail de réaffiliation sur lequel nous doit pencher à nous, et ça, il concerne tout le monde, et ce travail doit être global, il ne doit pas privilégier un pan par rapport à d'autres. C'est pas une histoire d'experts, c'est une histoire de population. Donc il faut que nous mettions bien ça dans la tête, que là, nous sommes dans une histoire globale et que ça y intéresse tous les héritiers de l'esclavage et de la colonisation. J'ai été étonné notamment par les historiens amateurs, entre guillemets, mais qui sont très pointus. Et je me suis rendu compte, après mon papier, qu'il y a plein de gens qui font des recherches. Et il y a quelqu'un qui tient un petit site qui s'appelle Dinamorgabine. Et il a retrouvé tout de suite, très réactif, Valentin, celui dont on a retrouvé le crâne au musée de l'Homme. Il lui a trouvé, a priori, quelque chose qui ressemble à un Valentin mort le même mois à Saint-Denis et qui aurait été percé par une sagaie. Donc tout de suite, ça interroge, quoi. Et voilà, j'ai envie de dire, mais bravo tous les gens qui font des recherches, quoi. En fait, Ghislaine, c'est important. Pareil, je reprends une phrase de Ghislaine, mais c'est important de ramener ça aussi. C'est la question du CAF. Voilà, c'est pas une question d'ethnie, c'est une communauté de destin. Et donc, dans cette communauté de destin-là, nous sommes complètement connectés à ça, sur la question de l'esclavage. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un héritage partagé, qui dresse une ligne pour des afro-descendants, qui dresse un cadre peut-être plus précis, plus palpable. Avec ce constat, il revient à ce que vous disiez au début, c'est que on a cette réaffirmation dans le territoire, à chaque fois, de la question de l'esclavage, c'est-à-dire nous penser fini. Quand nous pensons que le truc est abouti, c'est-à-dire, je disais Farid au téléphone, c'est les eaux, ils sortent de Saint-Paul. Bon, ok. De la plage de Saint-Paul après un cyclone. C'est pas une recherche scientifique, hein, c'est un cyclone. Hein, c'est voilà. Clara Boyer-Rossol qui trouve dans la cave d'un château de Blois. En fait, c'est un peu effectivement comme si on a des résurgences comme ça, des trucs qui ressortent et qui repose à chaque fois la question de l'ancestralité dans le territoire. C'est-à-dire que, et quelque part presque,
on a l'impression que c'est pas que le scientifique qui amène cette question-là à chaque fois, quoi. Hein. Des fois, c'est la découverte fortuite, c'est le hasard, peut-être une finesse d'analyse qui arrive à un moment donné qui est un peu plus marquée. Mais je trouve que ça est quand même important aussi de pouvoir replacer ça. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites parce que c'est intéressant. Moi, ce que j'aime aussi dans cette aventure initiée par Clara et qui est à l'origine de cette table ronde, je vous remercie beaucoup. J'écoute avec beaucoup d'intérêt et de reconnaissance aussi, hein, tout ce que vous dites. Et si je synthétise, je m'aperçois qu'effectivement, l'histoire, ça ne s'arrête jamais. Elle est toujours en marche. Et il y a toujours quelque chose, un rebondissement, une découverte fortuite, hein, comme l'a dit Laurent, ou bien autre chose, un travail, un événement, quelque chose qui fait que, allez, on remet les choses sur le chantier et il faut, comme on dit encore, mettre la main. Il faut que tout le monde y mette la main. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un travail de recherche scientifique parce qu'il y a quand même des procédures à suivre, mais le travail des associations, le travail des particuliers aussi, la curiosité de tout un chacun est très importante également. Et la question la plus importante, c'est celle qu'a posée Ghislaine, mais on en fait quoi après, pour faire quoi? Et en fait, on construit la société dans laquelle on vit. C'est même pas demain, c'est maintenant. C'est la seconde d'après. Et en même temps, on est sur un territoire qui bouge, qui évolue beaucoup. Je prends l'exemple de la commune du Tampon, dont je suis originaire. Il y a un grand chambardement ces dernières années qui interpelle beaucoup de personnes parce que la population est en train de rattraper en chiffres celle de Saint-Pierre. On passe une petite commune, une commune de grande taille, hein, mais où il y avait quand même une population assez contenue et éparpillée et qui maintenant est en train de se densifier incroyablement au niveau du centre-ville avec tout un tas de sites qui disparaissent. Je pense notamment justement au presbytère qui a accueilli les 15 premiers curés du Tampon, qui a été rasé en décembre 2024 et qui a habité, qui a été le lieu de rassemblement justement de beaucoup de travailleurs qui venaient bien sûr rive gauche de la rivière d'Abord, mais aussi de la rive droite. Et tout ce changement dans le tissu urbain il doit s'accompagner effectivement d'une réflexion aussi non seulement économique, hein, il faut trouver du travail et des moyens de vivre et de se loger, hein, pour les personnes que la commune accueille, mais il faut aussi essayer de se rappeler d'où on vient. Et donc il y a aussi une réflexion à mener sur la patrimonialisation, et ça c'est pas forcément prévu, je crois, dans les plans locaux d'urbanisme. On repère, hein, des territoires qu'il faut plus ou moins préserver pour une raison ou pour une autre, mais il n'y a pas une réflexion, et comme vous le dites, hein, il n'y a pas aussi les moyens humains qui sont mis en œuvre pour faire ça de manière concertée avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées et aussi les personnes compétentes pour ce genre de choses. Ça, c'est une réflexion à mener aussi, peut-être même au niveau du schéma d'aménagement régional, puisqu'il vient d'être renouvelé. Voilà, et il y a quand même vraiment un gros effort à faire de ce côté-là, et on voit bien avec la question de votre auditeur que c'est une demande publique et qui est très forte, et qu'il faut entendre. En effet, donc, on a vu, il y a une demande qui est vraiment très forte. On a on n'a pas la chance, on avait invité Frédéric Maillot, le député, à venir réagir en direct. Il n'est pas là actuellement. Du coup, on vous propose de l'écouter. Il nous a transmis un petit message. Il ne peut pas être présent en Samzote physiquement aujourd'hui, mais il est en déplacement pour la région Réunion. Toutefois, il était important pour moi d'intervenir, de dire aussi mon ressenti, mon sentiment, déjà en tant que député de La Réunion, mais en tant que Réunionnais, sur ce combat pour ramener les restes humains, pour ramener les ossements et les bustes que les à nous, que les nous demandent, qu'ils sommeillent là-bas et qu'on a besoin justement de trouver un vrai sommeil, trouver un vrai repos dans la dignité réunionnaise avec tout ce qui peut entourer ce retour, cette restitution. Donc nous voulons une loi cadre avec Jean-Victor Castor et d'autres députés. Nous l'est à la demande d'une vraie loi cadre
pour la restitution totale et complète de nos restes humains, de notre bande dans ce musée-là, mais aussi que nous avons un vrai travail de fond pour savoir que ça n'est encore, que ça n'est pas, que ça la France y possède encore, que les à nous dans ce monde musée. Donc un travail de fond et un travail logistique par le biais d'une loi cadre pour que un retour de notre bande, notre bonnes ancêtres, de ce bon buste, un retour dans la dignité et dans l'art et la manière réunionnais. Et bien entendu, ce combat ne peut pas se faire sans les associations, sans les militants. Donc nous demandons ce que nous a un vrai travail de fond à mener avec les militants, avec les associations et en avant-première, mais des autres que nous sommes en train de travailler à faire venir Clara Boyer-Rossol et Corinne Boisvilliers, tous les deux à l'origine de cette trouvaille dans le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris pour un colloque, pour pouvoir échanger, co-construire et avoir une convergence des luttes et une convergence des peuples sur ce sujet. Donc c'est un combat réunionnais, mais un combat de l'ensemble des pays d'outre-mer qui doit être mené ensemble pour une juste restitution de nos ancêtres. Voilà. Oui, nous voulions inviter Frédéric Maillot parce que quand même, il tient à dire que cette histoire de faire écho à cette histoire de recherche, de découverte et tout, et m'y répète, Parallèle Sud, il a fait le travail et il est plutôt absent des autres. Tout à l'heure, on a cité Info 974, mais voilà, même dans le journal, n'a jamais eu. Et dans le politique, à part encore à partir d'interroger Melchior, la personne n'a fait l'écho. Par contre, on a vu Frédéric Maillot plusieurs fois monter à la tribune sur ces sujets-là. Karine Lebon aussi. Karine Lebon aussi, merci. Parce que, et donc, voilà, ça veut dire qu'il est très peu. C'est pour ça que nous voulions inviter, il nous donne la parole parce que voilà, il est actif sur cette question-là. Mais il propose de faire, si tu veux bien, un dernier tour de table pour conclure l'émission. Nous arrive doucement, petit pas à la fin de l'émission. Et mais merci à Azot en tout cas d'être venu. Et nous écoutez Azot, ça va apporter une petite conclusion à cette histoire que, c'est pas une conclusion, c'est le début, mais c'est bien. Un petit mot pour dire merci et qu'effectivement c'est un. Il revient un peu sur la question là, ce que je disais là tout à l'heure, c'est qu'on voit bien que on a cette question pour moi un peu du chaînon manquant, c'est-à-dire que les données papier notamment qui sont ramenées, ils permettent à nous de faire encore des rebonds dans la connaissance de l'histoire et de mieux comprendre un peu en lecture critique des images, de repositionner du savoir. Et depuis quelques années, effectivement, nous avons dans la production iconographique, nous avons des instruments, l'iconothèque historique de l'océan Indien, par exemple, qui est un projet du département, qui permet de capitaliser et de rechercher des images. Et maintenant, nous arrivons à mettre un peu ça, à connecter ça, en tout cas, avec ce qui est produit, ce qui est trouvé au niveau national. Et ça, je trouve que cette capacité à faire de l'histoire comparée, à faire de l'histoire un peu du rapprochement numérique de données comme ça, c'est aussi quelque chose qui va ramener à nous du savoir, dans la mesure où nous doit aussi considérer aussi la production d'images comme une source historique aujourd'hui. Ouais. C'est aussi ça, et comme il parle d'images, c'est aussi tout ce qui est artistique, c'est-à-dire que ces bustes-là n'ont aussi sans doute une dimension à la fois anthropologique dans l'époque où les fait, mais n'a aussi une dimension. On peut voir aussi qu'aujourd'hui comme le reflet de quelque chose qui est un peu l'âme de la personne qui est représentée, donc quelque chose qui pour moi touche à l'art aussi, quoi. Voilà, donc voilà, en tout cas encore merci pour cette proposition, merci Franck pour le parcours, voilà. Alors moi, je voudrais rappeler là dans la conclusion les revendications du collectif, oui. Que m'y rappelle Azot, les représentés par 58 associations et ils représentent à peu près 1200 signatures tout confondu. Donc la restitution des moulages de bustes et autres patrimoines matériels et immatériels, la création d'un musée public de l'esclavage et de l'engagisme, une dérogation à la loi du 26 décembre 2023 au profit des Outre-mer, lieu de la mise en place de l'esclavage et de toutes ses exactions. Enfin, la préservation, la valorisation
et la réhabilitation des sites historiques liés à l'esclavage, à l'engagisme, par la création d'un musée itinérant qui retrace le parcours de l'ensemble de ces sites dont les traces sont éparpillées dans les différents coins de l'île. Voilà nos principales revendications. Merci. Oui. Moi, je vais rebondir. C'est vrai que toute l'île, en fait, était esclavisée à une certaine période ou alors soumise au travail contraint, sauf les sauvés des montagnes. Et encore, quand on défriche le géranium. Bon. En tout cas, moi, je voulais féliciter mes collègues, ex-collègues maintenant, notamment faire un petit rappel, parce qu'on peut trouver les travaux en ligne, pour le concours 2025 de la Flamme de l'égalité, dont l'intitulé était « Résister à l'esclavage, : survivre, s'opposer, se révolter », et qui a donné lieu de la part d'établissements réunionnais et d'élèves réunionnais à d'excellents travaux que vous pouvez voir en ligne sur le site du rectorat, donc de l'Académie de la Réunion. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et moi aussi, c'est l'heure des merci. Merci pour la tenue de cette émission qui a été constructive. Et j'insiste sur ce mot constructif parce qu'on nous reproche un petit peu de mettre les bâtons dans les roues de quelque chose qui est en train de se faire. Non, là, on a tous prouvé qu'on n'était pas dans la passion, dans la raison, même si on parle de choses profondes, spirituelles, et on veut construire la façon de raconter l'histoire de la Réunion à nos enfants qui vont venir derrière nous. Donc merci pour ça. Merci à Olivier et puis à Nini, parce que j'adore comment vous animez. Et merci évidemment à Radio Sud Plus qui accueille cette émission. Nini, un petit mot pour... Ouais. Non, merci à vous et tout. Moi, je pense que c'est très très important d'arriver à faire le lien avec sa mémoire et la mémoire de ses racines. Et je rejoins Ghislaine quand elle dit qu'on peut difficilement mettre des restes humains et de cette histoire et de toute cette mémoire au même endroit de leur exploitation. En tant que femme, je comprends tout à fait. Voilà. Et puis merci encore, en fait. Nous, on est vraiment des amateurs et on apprécie vraiment que chacun de vous se déplace et prenne le temps de nous répondre, parce qu'on est comme tout le monde, on a du mal en fait à cerner c'est quoi exactement les enjeux et le souci en fait qui crée parfois des polémiques, etc. On n'a pas tous les petits cordons pour tirer dessus. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Oui, mes parents achèvent aussi par des merci, parce que merci d'avoir éclairé à moi, de voir aussi que cette question est accompagnée par des gens passionnés, des gens qui connaissent Konatifé, et des gens qui vont aller jusqu'au bout pour le retour au pays des Réunionnais. On a été aussi touché par cette émission parce que nous avons très peu parlé finalement de la condition d'esclaves de ces gens-là. On a parlé de gens qui venaient d'Afrique, a été mort dans les hôpitaux et tout. Et il est important pour moi de ne pas résumer l'histoire de ces Réunionnais-là à cette condition d'esclaves quand on a été prélevé, quand on a été prélevé. Pas passer un autre. Donc à la chanson de la fin. Excusez-moi, mais elle est malade. Et donc, à part merci, merci beaucoup, Thé Gaillard. Je propose aux autres de finir cette émission par un morceau que j'aime beaucoup dans le cadre de ce sujet-là. C'est un morceau écrit par Créolocause. Et c'est une chanson qui lui a essayé de faire une sorte de prière pour toutes les Réunionnais. Et m'a envie d'écouter ça pour rendre hommage un peu. Parce que nous les fans. Donc... Voilà, nous les fans de lui et pas objectif du tout. C'est un camarade, donc voilà, nous passe le son. En plus, mais les gaillards parce que nous rendons hommage spirituellement aux façons réunionnaises à nos bonnes ancêtres. Merci, à bientôt. Le mois prochain, pas celle-là, à l'autre. Et nous retrouvons le mois prochain, Nini. Oui. Sur quel sujet? Oui, il sera chaud bouillant, les gars. Ne pas parler de l'argent de bonne réunionnais, il n'y a pas ça le coût de la vie. Ouais, de vie chère et de BQP avec des experts bien sérieux. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.